Merci à toutes et à tous d'être présents. Donc je suis un substitut. J'ai l'habitude de remplacer des gens absents à Scala.io, donc j'en suis très très heureux. J'ai complètement menti à Jonathan en disant que j'allais faire un talk sur les profondeurs, je vais quand même un petit peu en parler. Mais l'idée c'est de faire une ode à la programmation tacite. Est-ce que des gens sont familiers avec le concept de programmation tacite ? Magnifique. On appelle ça aussi parfois la programmation point-free. C'est une manière absolument infâme de programmer qui est très populaire dans l'écosystème Haskell et APL. Mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est très fun. Et donc en fait, je vois ces présentations comme une introduction un petit peu naïve à la programmation fonctionnelle. Et voilà, donc je m'appelle Xavier de Housteng, je vais refaire ma présentation parce que je suis extrêmement corporate. Je travaille chez Tarides, on est une boîte qui fait de la consultance en logiciel, on fait des systèmes experts extrêmement efficacement. On utilise essentiellement le langage OCaml parce que c'est un choix pertinent pour faire des systèmes experts. Et on contribue aussi activement à l'écosystème OCaml. Mais on est aussi intéressé à toutes formes d'autres langages, comme Scala, Rust, et on aime bien aussi les assistants de preuve. Alors voilà, Building Functionality System, c'est l'ancienne punchline, maintenant on a changé. Et alors on a deux projets essentiels qui sont OCaml et MirageOS. Alors je m'occupe d'un petit meet-up qui s'appelle Lambda Nantes, avec notre logo ridicule, qui était en sponsor, enfin en partenaire de Lambda Nantes. C'est un petit lambda qui rigole, il fait et donc on essaie d'organiser des événements. On est très nombreux, la dernière fois on était 4. Et en ce moment on fait un workshop. Donc si jamais vous avez envie de venir à Nantes pour faire un talk ou pour participer, vous êtes évidemment les bienvenus. Let's go. Voilà. Alors donc oui, je m'ai demandé de faire mes slides en Scala, mais en fait je connais pas de Scala. Je sais pas écrire de Scala, donc ce sera du pseudo-Haskell. Donc rapidement, je pense que on va essayer de voir vraiment rapidement ce que c'est que la programmation tacite. Est-ce que j'ai pas des petites flèches interactives ? Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la programmation fonctionnelle, c'est cool. Je pense qu'on est plus ou moins tous convaincus que les langages de programmation fonctionnelle impératifs orientés objet sont extraordinaires. Et le trait fonctionnel, c'est sympa. On va essayer de comprendre pourquoi c'est mal, parce que ça peut vraiment être dégueulasse en vrai, la programmation tacite. Puis après, on va avoir une petite initiation au raisonnement équationnel et générique. Parce que généraliser les comportements, c'est très bien. Au plus on généralise des choses, au mieux c'est. Et c'est pour ça qu'on aime des langages qui supportent des types à trous, qu'on appelle communément du polymorphisme paramétrique. On va un petit peu parler de polarité, pour ceux qui étaient là à ma présentation hier, on en a un peu parlé pour indexer des fonctions. Et puis après, on va comprendre pourquoi le tacite, ça peut être bien. Voilà. Donc en fait, j'ai mis une référence avec Clean Code parce que, en fait, très souvent, quand on a des assertions, des punchlines assez agressives, complètement dogmatiques, on tombe dans des erreurs. Hein, et Clean Code est un très très bel exemple. C'est un livre qui fait 400 pages pour expliquer pourquoi les lambdas et les modules c'est trop cool, et qui a vraiment des prises de position très agressives. Si vous allez sur LinkedIn, vous pourrez voir beaucoup de gens qui vendent des formations, qui en parlent extrêmement bien. Donc voilà, vous pouvez voir ça comme une sorte de provocation envers la communauté Clean Code et les gens qui disent que le tacite c'est mal dans tous les contextes. Je suis ouvert à la discussion conflictuelle après, si vous voulez. Alors voilà, comme c'est du Haskell, ce sera probablement pas très compréhensible, parce qu'Haskell, c'est un langage qui est très beau jusqu'à ce qu'il faille en écrire. C'est un peu comme Perl, donc il faut pas vraiment comprendre les notions syntaxiques. Et j'ai bien vu que c'était du pseudo-Haskell, parce que je sais pas faire de Haskell non plus, donc... Donc c'est la programmation fonctionnelle, donc ça c'est un gros débat, et je pense qu'ici on a souvent l'occasion de l'avoir avec, par exemple, Christophe, Nicolas, etc. On n'est pas tout à fait d'accord sur ce qu'est la définition d'un langage de programmation fonctionnelle, donc moi je vais donner la bonne. C'est un langage de programmation, c'est un trait de programmation, c'est pas un paradigme. Paradigme c'est un mot très compliqué pour définir le modèle d'évaluation complexe d'un langage, mais en fait c'est juste un trait de programmation qui s'inspire du lambda calcul. Donc en fait, c'est présent dans une grande partie des langages populaires. Un langage de programmation fonctionnelle, c'est un langage qui permet de prendre des fonctions d'argument, de les renvoyer. Elles peuvent être de premier ou de second ordre, donc en général capturer l'environnement. Ce qui fait qu'en fait, à ma connaissance, le seul langage mainstream qui n'est pas fonctionnel, c'est le langage C. Après, il y a des langages qui sont désagréables à utiliser en tant que langage fonctionnel, comme Go, mais qui est aussi désagréable à utiliser en tant que langage tout court. Donc, voilà. Mais donc presque tous les langages sont des langages fonctionnels. Alors c'est hyper clivant. Les programmeurs fonctionnels sont très souvent clivants. Quand on va par un meet-up crafter, où moi j'ai l'impression de partager plein de choses avec eux, j'aime bien le TDD, parce que j'aime bien le type-driven development, mais très souvent quand on échange avec les gens sont pas d'accord, en disant le fonctionnel c'est quand même vraiment de la masturbation intellectuelle. Moi je trouve que c'est trop cool la masturbation intellectuelle, donc j'aime beaucoup le fonctionnel, mais je pense que ça peut aussi être une approche très pragmatique de la programmation, parce que programmer c'est très fun, et autant le faire avec des concepts abstraits et compliqués, parce que c'est rigolo. Et
Et puis après, il y a beaucoup de bullshit sur LinkedIn. J'ai vu des gens qui disaient, moi je préfère l'orienté objet que le fonctionnel, comme si les deux étaient incompatibles. Parce que l'orienté objet, c'est mieux pour modéliser de la donnée. Oh, c'est vrai qu'on modélise souvent la donnée avec des fonctions. Ça arrive, hein, mais c'est pour des raisons très très spécifiques, quand on a envie de faire le malin ou quand on a un langage qui est plus primitif, comme par exemple le langage de module de Camel, où on est obligé de faire des encodages de church. Mais en vrai, la fonction fonctionnelle, ça sert pas vraiment à décrire de la donnée. Pour ça, on a des systèmes de type ou des manières de représenter des modèles en règle générale ou des domaines. Et donc, et puis en plus, on est Haskell.io, donc on sait très bien qu'en fait, les langages objets et fonctionnels se marient très très bien. Je pense qu'un des meilleurs exemples, on va dire que je prêche un peu ma paroisse, mais ça reste quand même JavaScript, qui est un langage orienté objet fonctionnel, ou Ruby. J'ai mis des points d'interrogation pour... Ah oui, mais si en plus c'est présent dans presque tous les langages, pourquoi les gens sont si désagréables avec nous? Alors en vrai, c'est parce que dans certaines conférences et certains articles, on s'intéresse à des petits points de détail qui sont discutablement pragmatiques. Très intéressant, mais discutablement pragmatique. Par exemple, les abstractions catégoriques, l'abstraction des faits et la torture du système de type. Je pense qu'encoder des entiers dans le système de type, c'est très rigolo, c'est discutablement utile pour faire de la prod, de la vraie prod. Les abstractions catégoriques, c'est très marrant parce qu'on nous fait croire, j'ai un peu râlé sur le lambda calcul hier en disant on nous dit qu'il faut du lambda calcul pour être bon en programmation. Les abstractions catégoriques, c'est un petit peu pareil, hein. On nous dit qu'il faut être un expert en théorie des catégories alors que nous ne le sommes pas, puisque dès qu'on manipule des abstractions inspirées de la théorie des catégories, on est toujours enfermé que dans Hask, qui n'est même pas tout à fait une catégorie, donc on fait un peu les mathématiciens du dimanche et ça rend notre talk compliqué. Et donc moi j'ai décidé que j'allais faire un retour aux sources. Et donc en fait, à une conférence de programmation un petit peu fonctionnelle, eh ben, on va parler de fonctions et de composition de fonctions. Et alors dans l'absolu, je trouve ça assez marrant de faire une présentation qui va un petit peu parler de profondeur, mais pas sous le prisme des lens. Elle était jolie celle-là. Hein. D'une manière discutablement pédagogique et fun. Oh, Haskell. Donc, les fonctions en programmation fonctionnelle. Donc là, j'ai une description, un alias très compliqué de l'opérateur plus, une fonction qui prend deux entiers et qui renvoie un entier. Alors, cette présentation a été initialement faite à une conférence à des gens qui ne faisaient pas spécialement de Haskell ou de Scala, etc. Donc, il y a des choses qui vont vous sembler extrêmement évidentes. Hein. Mais en fait, cette représentation fonctionnelle pourrait s'écrire de manière très verbeuse, comme étant une fonction, comme en Haskell et en Camel, toutes les fonctions ne prennent qu'un seul argument. Et donc en fait, une fonction qui prend deux arguments, c'est une fonction qui prend, qui renvoie une fonction qui attend un argument, une lambda, donc c'est noté par le backslash, parce que ça ressemble à un petit y, à un petit lambda escamoté, qui elle-même va renvoyer une fonction, qui elle-même attendra le deuxième paramètre. Et donc, c'est comme ça que sont représentées les fonctions. Alors maintenant, il y a des subtilités au niveau des schémas de parsing et de compilation, mais dans l'approche dénotationnelle, en règle générale, les fonctions ne prennent qu'un seul argument. Voilà, je me répète. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on a des signatures de type avec des flèches où on a parfois visuellement un peu du mal à distinguer les entrées des sorties. Alors on pourrait aussi avoir une signature qui prend... Enfin, c'est bon. Ici, j'ai donné un exemple. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de virgule entre les paramètres et on n'a vraiment pas de différence entre les retours et les valeurs, puisque par associativité, on peut reparenthéser les choses. Alors ce procédé, ça s'appelle la curification. La curification, c'est en référence au logiciel Haskell Curry, mais ça a été inventé par Moz Schotfinkel, puisque Haskell Curry n'en est pas l'inventeur, ce qui fait que si vous voulez être extrêmement pédant, vous pouvez parler de Schotfinkelisation plutôt que de curification. La curification, ça met la barre très très haute, hein, quand on est un peu désagréable, mais alors on peut aller encore plus loin. Et en fait, ça nous offre une feature amusante avec laquelle, je ne sais pas si c'est très très usuel en Scala, puisqu'il me semble qu'en Scala, on n'a pas ces raccourcis syntaxiques qu'on peut avoir en Camel ou en Haskell, mais donc en fait, on peut avoir une feature amusante qui consiste à, donc si j'ai envie d'écrire la fonction incrémente, je vais me servir de ma fonction plus que j'ai appelée f, et donc je pourrais l'écrire en disant, elle prend un entier, elle renvoie un entier, donc x égale f de 1 et x, ok, mais comme en fait, en vrai, f1 retourne une fonction qui attend y, je peux appliquer partiellement ma fonction, donc juste dire inc égale f1, et ça va me renvoyer une fonction qui attendra mon argument y. Mon argument... Je crois que c'est x en fait. Hein. Oui, c'est... non, c'est y. Non, c'est y, tout à fait. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser Haskell et pas Camel, parce que je vais parler de programmation tacite et c'est pas ouf, donc je me suis dit que pour faire une bonne promotion d'un langage, il fallait mieux que je prenne un langage que j'aime pas trop. Et en fait, dans l'absolu, il y a aussi des subtilités liées à l'inférence de type et au fait que Haskell tente d'être pur.
là où OCaml permet la mutabilité, ce qui peut créer des règles d'inférence qui sont un peu verbeuses et que Caml se marie un petit peu moins bien avec le point free que Haskell. Et alors on peut revenir à notre, comme on avait dit que f était juste un alias de plus, eh ben, on peut même écrire notre fonction incre comme étant la version préfixée, donc plus 1. Ok ? Alors un autre exemple, eh ben, en fait c'est comment faire la somme de tous les entiers d'une liste. Okay. Donc en gros, ben, comme mon plus c'est une fonction qui prend 2 entiers, que la fonction fold elle prend un accumulateur et la valeur courante, donc elle prend 2 valeurs, eh ben, je peux juste écrire sum de cette manière-là, et en fait on peut aller encore plus loin. Je pourrais juste dire qu'en fait ben, mon sum, je peux appliquer le même principe d'application partielle en disant qu'en fait sum égale fold L plus. Ok ? Je pense que vous devez tous être extrêmement familiers avec ça. Magnifique. En fait, le principe de retirer les paramètres, on appelle ça l'état réduction. Le fait de rajouter des paramètres, on appelle ça l'état expansion. Alors en fait, là maintenant, on a presque tous les ingrédients pour commencer à faire de la programmation tacite. Il nous manque juste un truc. C'est un tout petit opérateur qui est très très élégant et qui s'exprime très bien en Haskell. C'est l'opérateur de composition. La signature type peut sembler relativement peu intuitive, mais en fait elle l'est. Hein. C'est juste qu'en fait, ben, en gros, f rond g, eh ben, espace x, eh bien, ça va appliquer x à g, et puis le résultat sera appliqué à f. Ok ? C'est magnifique. Donc ça, c'est la composition mathématique. Alors, en gros, donc l'opérateur est associatif. Et donc, ben, ici, j'ai 2 exemples qui sont assez simples. Alors, je pense que dans cet exemple-là, ça se lit assez bien, en fait. Hein. Je trouve que f.g.h.x se lit mieux que les parentésages compliqués qu'on peut avoir. On est d'accord ? Top. Et donc, en fait, c'est le but de la programmation point free, ou tacite. On va remplacer toutes les applications de fonctions possibles par de la composition de fonctions. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui vont me parler de l'opérateur pipe en F# en disant que c'est de la programmation point free. C'est pas tout à fait de la programmation point free, parce que pour le coup, on a une application et on compose pas. Donc c'est un détail, et je pense que les deux servent un peu la même logique, hein, c'est essayer de réduire par le biais d'opérateurs des pipelines de code qui peuvent être compliqués, mais ce n'est pas tout à fait de la programmation point free. Alors là, c'est une remarque qui est assez amusante, hein, parce qu'il faut se rendre compte que ça s'appelle point free, mais il y a plus de points. Et en fait, en gros, il me semble qu'en topologie, les points dénotent les arguments, et donc en fait on a retiré les arguments, c'est pour ça qu'on parle de point free. Alors moi je trouve que ça peut produire du code qui est très très lisible. Je pense que le fait de décider d'appliquer f, g, h et i à ma liste 1, 2, 3, ben c'est plus simple que de l'écrire comme ça. On est d'accord ? On est d'accord. Magnifique. Et puis en fait, en vrai, c'est aussi plus efficace, parfois. Parce que, par exemple, dans cette implémentation-ci, ben, je vais itérer plusieurs fois sur ma liste, ce qui en termes de théorie de complexité ne veut rien dire, hein, parce qu'on est d'accord que O3 c'est égal à O1. Mais j'imagine que dans certains cas de figure un peu laborieux, c'est quand même bien de se dire qu'on traverse qu'une seule fois la liste, et puis que les fonctions ne sont pas tout à fait équivalentes en présence de fonctions impures. Mais ceci dit, ça aussi, je trouve ça plus lisible que l'exemple précédent. Pourtant. Donc ça, c'est Downsime. Downsime, il est très très connu pour avoir fait un langage qui s'appelle F#, qui est une version de C# moins verbeuse. Certaines mauvaises langues diront que c'est en camel sur .NET, mais c'est probablement des gens qui n'ont jamais fait de camel. Désolé. Par contre, il a des hot takes assez amusants sur les langages, et il a fait une conf qui est vraiment très sympa, dans lequel il explique que pour lui, en fait, le point free, c'est pas bien. Et je pense quand bien même F# n'est pas un langage qui soit très très intéressant, ça ne remet pas du tout en question les compétences de Downsime, qui a vraiment beaucoup d'expérience dans la création de langage et dans l'écriture de code. Et donc moi, quand quelqu'un d'aussi brillant me dit que c'est pas très bien, ben, j'ai envie d'être d'accord avec lui. Parce que vraiment, le point free, c'est ce qu'il n'aime pas. Et il le dit, hein, c'est pas du tout être virtuose que de faire du point free. Et en fait, il y a beaucoup d'articles sur Internet qui disent « Ah, point free is harmful, arrêtez d'en faire, etc. » Je pense qu'à la base, ça vient vraiment d'une dynamique de ce qu'on appelle le boring Haskell. C'est qu'en fait, les gens qui font du Haskell, ils sont très 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 intelligents, et donc ils font des choses très 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 très, très compliquées. On se retrouve avec des implémentations de tagless final pour faire un Hello World, c'est magnifique, mais sauf qu'à un moment, les gens se disent « Ouais, bon, après, ça devient compliqué parce qu'on réfléchit plus à l'encodage qu'au fait de shipper des applications. » Et donc ils se sont dit « En fait, reader T, ça fait le taf. » Il me semble que dans la communauté Scala, vous avez un peu fait le même chemin en avant, en renommant reader T Zio et en mettant
premier paramètre. Mais... et donc je pense que les gens ont commencé à se dire, en fait, pour finir, bah, le côté point free, tout ça, les abstractions, bah, c'est un peu fatigant. Donc, moi j'ai été de très mauvais soin, parce que je vous montre des exemples, ça avait l'air très très lisible, et le point free gagnait largement. Mais en fait, déjà, j'ai montré des exemples avec des fonctions qui ne prenaient qu'un seul argument. Alors, toutes les fonctions ne prennent qu'un seul argument, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, c'était des exemples qui étaient super triviaux. Franchement, c'était un petit peu de la triche. Et en fait, dans plein de cas de figure, on a besoin de helpers. Par exemple, dès qu'on a envie de manipuler des fonctions qui prennent deux arguments, là, on va se retrouver à parfois devoir inverser les ordres des arguments, parfois, donc en utilisant flip, parfois on va vouloir transformer une fonction purifiée en fonction non purifiée pour pouvoir la passer à une autre fonction qui ne prendra elle-même qu'un seul argument. On va utiliser left et right pour réussir à n'appliquer que sur un seul élément. Enfin, c'est tout un ensemble, une zoologie de petits opérateurs qui peuvent faire du code parfaitement illisible. C'est vraiment l'obfuscation élaborée. Par exemple, sur l'ancien FreeNote LiberaChat Haskell, il y a un petit bot qui s'appelle PL, et donc qui peut convertir une fonction en fonction point free. C'est un très bel exercice. Donc par exemple, si j'ai cette fonction qui est extrêmement facile, je pense qu'elle est très très claire et très très lisible, on va demander à PL ce que ça donne, et ça nous donne cette version point free là. Vraiment... Alors elle est très amusante parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont absolument infâmes liées à Haskell. Haskell, c'est un très beau langage, qui a vraiment des outils syntaxiques très drôles, mais on se rend compte qu'en fait, en fonction de où on place certains opérateurs binaires fixes, il va l'appliquer à gauche ou à droite, et donc il faut vraiment faire une gymnastique intellectuelle pour comprendre cette fonction qui était complètement nulle, hein, on est d'accord. C'est super impressionnant, mais donc c'est illisible, incompréhensible, c'est moche. Et puis, j'ai un ami très très aigri qui s'appelle Michael, qui fait du Haskell depuis très très longtemps. Et moi, au début, j'étais très fier de faire énormément de point free, parce que je me sentais vraiment très, très brillant. Et un jour, il m'avait dit, en fait, si ce que tu es en train de faire, une machine peut le faire, c'est que c'est pas si intelligent que ça. Puisque c'était une ère avant Copilot, où les machines ne pensaient pas. Mais là, maintenant, ça pose une question, c'est est-ce que c'est toujours à proscrire? Et quand s'en servir? Quel suspense. Donc en vrai, je pense que dans un exemple où la lisibilité n'est pas entravée, il n'y a pas de problème. Donc ça aussi, ça montre la problématique qui fait qu'on ne peut pas avoir d'outils de review qui va pouvoir nous dire « Ah non, attention, tu as fait du point free, il ne faut surtout pas s'en servir » parce que je pense que là, par exemple, c'est tout à fait régulier. Je veux dire, c'est difficile de dire « J'ai des métriques très précises qui me permettent de dire que j'ai le droit de faire du point free », mais en regardant ça, je me dis « Pourquoi pas ?» Voilà, très subjectif, on ne peut pas l'inter. Alors en vrai, ça peut aussi servir pour s'initier à la logique combinatoire. Ce livre, il est trop cool, on peut faire des puzzles de logique avec plein de point free, et vraiment, je le recommande. Ce qui est aussi une raison suffisante de vouloir faire du point free. Donc en fait, en vrai, c'est rarement légitime utilisé comme tel. Qu'est-ce qui fait chaud? Je suis à combien de temps, s'il te plaît? T'as encore une demi-heure. Oh, ça va. Merci. Alors, donc elle rend le code très compliqué à lire. Elle donne souvent l'impression qu'on est intelligent quand on l'écrit, ce qui peut être une raison suffisante, mais une machine peut le faire. Donc oui, c'est probablement pas si intelligent que ça. Donc c'est un peu léger pour parler d'une ode à la programmation tacite. J'ai parlé pendant quelques minutes en disant « Ah, c'est très joli, on a écrit map, FG, HID de manière plus élégante, mais en fait c'est nul. » Donc on va voir comment est-ce qu'on peut réussir à trouver ça intéressant. Et donc on va faire un petit détour par des abstractions qui sont en général liées au Eiger-Canded polymorphisme. Alors là j'ai mis 3 constructeurs de types. Maybe, result et list. Alors là c'est vraiment... c'est pour des gens qui ne font pas vraiment de programmation fonctionnelle, donc ça va être un peu embêtant pour vous, mais je pense que les gens se rendront compte qu'il y a des similitudes entre ces 3 constructeurs de types. J'ai un peu triché sur result, je l'ai paramétré par un seul type, j'ai considéré que les erreurs étaient des chaînes de caractères. On remarque une similitude au niveau des structures. On peut implémenter une fonction map, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que map. Non? Ok, magnifique. Donc on va l'implémenter pour nos 3 constructeurs de types. Une fois de plus, l'implémentation se ressemble un tout petit peu. Et en fait, on pourrait tout à fait généraliser le raisonnement. On pourrait dire maybe A, résultat et liste A sont en fait des T de A. Ok? Et en fait, on peut aussi généraliser la signature de map, donc, qui dit je prends une fonction qui va de A vers B, et je renvoie une fonction qui va de T de A vers T de B. Alors, on appelle ça un functeur Haskell, donc pas un functeur OCaml, mais je pense que vous le savez.
Et en fait, on peut sur base de juste map, on peut dériver des combinateurs génériques. Donc par exemple ici, la fonction replace, qui va juste remplacer l'élément ou les éléments habitants d'un T de A. Okay, donc qui consiste juste à dire, je map en discardant mon paramètre et en mettant une valeur constante. Si je mets bien le point free, j'aurais pu faire un replace égale map de c'est const dollar par exemple, ça va fonctionner. Oui, ben voilà, exactement. Map const value, magnifique. Donc là, on voit un nouvel opérateur qui fait partie de la famille des opérateurs liés au point free, c'est l'opérateur $. L'opérateur $, en fait, il change juste la prédécessance, donc ça permet d'éviter de parenthèser les choses. En fait, ça peut faire du code très lisible. En Camel, on a choisi arrobase, arrobase, ce qui fait que quand on décide de ne pas parenthèser, c'est un petit peu moins lisible. Et donc, en gros, la contrainte qu'on a parlé donc, du functeur se matérialise par le fait que si pour tout type paramétré par A, j'ai une fonction map telle que ça, en respectant certaines lois, mais en fait, ça s'en fiche un peu, alors on parlera d'un functeur. Et donc, je peux gratuitement dériver des fonctionnalités sur base de map, comme par exemple replace. Ok. Alors, en vrai, là je les ai réimplémentés chaque fois, mais on peut généraliser ce comportement en utilisant des modes de contrainte, donc ça peut être des traits, des modules implicites ou des classes de type. Ou alors encore du copier-coller. Je sais que ça peut paraître un peu exagéré, mais par exemple en F#, où on n'a pas du tout de manière de gérer ce genre de choses, l'astuce en fait c'est quand on a envie de décrire par exemple une monade ou un functeur, on va écrire nos fonctions en début de module, puis après on va écrire toutes nos fonctions en se basant sur les implémentations précédentes, et ça nous permet en fait de copier-coller le bas de notre module, tout en réimplémentant uniquement map. Donc ça c'est du polymorphisme ad hoc à la main. Ça pourrait se faire avec des scripts bash, mais ça reste aussi une manière de généraliser le comportement qu'on aurait sur un functeur. Alors en vrai, c'est un motif qui est tellement récurrent que, en fait, il y a beaucoup de langages qui l'ont intégré dans la grammaire de leur langage. Là j'ai mis donc spécifiquement Haskell qui permet de le faire avec la do notation, F# qui le fait avec les expressions de calcul, OCaml avec les binding opérateurs et Scala avec les for compréhension. Mais en fait, avant toutes ces avancées grammaticales, on utilisait des opérateurs. Alors, en vrai, le seul opérateur qui était réellement point free, c'était l'opérateur app, ici. Mais globalement, ces opérateurs nous ont permis de quand même réussir à tirer parti de ces abstractions, tout en ayant un langage qui n'est pas spécialement prévu pour. C'est vrai que très souvent, les gens disent en fait il faut enlever les opérateurs infixes des langages de programmation. C'est des questions qui s'étaient posées dans le cas de ReasonML ou de Helm par exemple. Et donc même si parfois c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et on fait un peu n'importe quoi, dans l'absolu, mais moi je pense que ça peut vraiment résoudre des problèmes et ça c'est même vu dans des langages mainstream. Donc pour moi c'est déjà un cas d'usage sérieux à la programmation tacite en fait. Ça permet d'incuber des évolutions potentielles d'un langage. Et si on a des outils d'analyse de code, on va se rendre compte que quand des gens utilisent énormément des opérateurs infixes de manière assez systématique, peut-être qu'en fait, il faudrait construire une extension de syntaxe dans le langage qui permettrait de la supporter. Alors, un exemple, c'est les promesses en JavaScript qui ont donné naissance à la syntaxe dédiée à Thinkaway, où c'était pas du point free, mais c'était l'utilisation d'une méthode et d'un encodage pour réussir à implémenter quelque chose qui plus tard deviendra un objet syntaxique très très spécifique. J'ai cliqué sur la mauvaise flèche, là. Ah non, j'ai double. Ok. On revient ici. Donc là, j'ai parlé de functeur. Et en fait, on pourrait se poser une question qui est... Ah oui, voilà, elle est là, pardon. C'est, est-ce qu'on peut toujours trouver un map pour n'importe quel T de A? Donc là, une fois de plus, c'est une question qui ne doit pas vraiment vous impressionner, parce que je pense que vous connaissez la réponse. Il y a des exemples, on ne peut pas implémenter map pour un T de A. Par exemple, ce type predicate. Predicate, en gros, il matérialise le fait qu'on passe un argument, on passe un A et on renvoie un booléen, ça matérialise un prédicat. Et là, ce serait intéressant de demander comment est-ce qu'on peut implémenter map pour cette fonction, pour ce type. Et donc en fait, c'est parce que A est en position contravariante. Alors qu'ici, notre A, il était toujours en position covariante. Qu'est-ce qui fait chaud? Non, j'ai peur que vous voyez mes abdos. Et donc en fait, là, je me permets de rajouter des éléments sur notre définition du functeur de tout à l'heure. En fait, c'est si pour un type T paramétré par A covariant. Là, on redéroule la même définition. Et donc on peut toujours trouver un map pour n'importe quel type de T de A où
A est covariant, position covariante. Ok? Alors il y a d'autres T de A où A contravariants sont intéressants. Ici, donc, j'ai remis predicate. On a le type pretty printer qui permet d'imprimer arbitrairement des choses. On a le type équatable qui prend 2A et qui renvoie un booléen 6 équivalent. On peut imaginer orderable, comparable. Et en fait, on a vu que map c'était pour un foncteur entre parenthèses covariant. On peut avoir un contramap. Et contramap, une fois de plus, c'est une nature qui peut être très très inintuitive si on essaie d'appliquer la même analogie que map. Mais en gros, c'est si, genre, je vais le dire de manière volontairement fausse, hein, c'est si j'ai une fonction qui va de B vers A et que j'ai un T de A, je peux avoir un T de B. Ça semble très très contre-intuitif, mais en fait c'est très simple. Donc en gros, si on a un contramap qui respecte cette signature, on a un foncteur contravariant avec, une fois de plus, le respect de quelques lois dont on se fiche pour le moment. Donc quand on observe la symétrie entre contramap et map, là on peut vraiment trouver ça contre-intuitif. Enfin, moi je me souviens qu'au début j'ai vraiment galéré pour comprendre, parce que j'avais pas... Je lisais des bibliothèques SQL en essayant de comprendre un peu ce qui se faisait. Raisonner par les types c'est très facile, mais j'avais pas du tout compris contramap. Et en fait, moi j'aime bien utiliser un autre nom que contramap qui serait using. Et en fait, je me demande si dans les slides suivants j'explique pas de manière plus élaborée. Oui, voilà. Donc en fait, comme notre A est en position covariante, on applique la fonction après. Là où, comme notre A est en position contravariante, en fait, on applique la fonction avant. On provisionne une valeur. Donc si par exemple, j'admets que j'ai un prédicat entier, en fait, si j'ai une fonction qui me permet de convertir mon entier en chaîne de caractères, on peut considérer que j'ai un prédicat de string. On est d'accord? Et donc c'est pour ça que cette signature peut sembler contre-intuitive, mais l'appeler using, c'est en fait dans un contexte, je vais l'utiliser dans un certain contexte, et c'est ce qu'on appelle un foncteur contravariant. Alors, dans le cas spécifique de A flèche A par exemple, là on a un foncteur invariant, mais en vrai on s'en fiche un peu. Je pense qu'il y a quelques exemples assez exotiques qui en tirent parti, mais je pense pas que ce soit très utile d'en parler. Alors, maintenant on peut se demander, à quoi ça sert de savoir ça? Et en fait, déjà, le fait de pouvoir dériver des combinateurs via des fonctions minimales, c'est super chouette. Ça veut dire qu'on écrit moins de travail, on a moins de travail à fournir, et on a des implémentations qui sont raisonnablement efficaces. Alors ensuite, on peut spéculer sur des invariants, donc ça c'est étroitement lié aux lois que je n'ai pas citées. Mais spéculer sur des invariants, c'est très bien, et c'est pour ça qu'on aime aussi les systèmes de type, c'est qu'on aime avoir des informations, et on aime avoir des informations statiques, et donc c'est très bien. Et en fait, un point qui pour moi est essentiel, c'est qu'en fait, si jamais je comprends les fonctions minimales, je peux de facto comprendre l'intégralité de l'API. Et en fait, l'intégralité de l'API pour tout T de A. Et ça, c'est trop cool, en fait. Tout ce qui était compliqué devient extrêmement facile. Donc là, j'ai une phrase longue. Hein. La paramétricité et peu d'abstraction nous donnent des théorèmes gratuits et des intuitions fortes sur comment utiliser des variables de type T de A, peu importe le T. Tadam. Donc alors on peut complètement généraliser notre réflexion pour un T de AB, par exemple. Donc alors, si A et B sont covariants, on va parler d'un bifuncteur. Okay. Donc par exemple, les couples, Hazer, sont des exemples de bifuncteurs. Et sa fonction minimale, c'est bmap. Bmap, en fait, elle prend deux fonctions, et elle va juste les appliquer sur... Alors, je dis sur les deux membres de notre bifuncteur, mais par exemple dans le cas d'Hazer, c'est l'un ou l'autre. Hein. Et donc on dit, si j'ai une fonction de A vers C, une fonction de B vers D, j'obtiens une fonction de T de AB vers T de CD. Okay. Et alors si A est contravariant et B est covariant, là on va parler de profuncteur. Et donc là on a une fonction qui s'appelle dmap. Alors en vrai, je pense que la terminologie bmap et dmap, elle est essentiellement liée au principe de résolution de classe de Haskell, parce qu'en fait, on aurait pu les appeler toutes map, considéré que dans un foncteur contravariant, ça s'appelait map, dans un bifuncteur c'était map, et dans un profuncteur c'est map aussi, mais comme Haskell résout les noms de manière un peu laborieuse, on se retrouve à avoir des noms différents, et c'est aussi pour ça qu'on a map et fmap par exemple en Haskell. Et donc dmap, en gros, elle nous dit, si jamais j'ai une fonction de C vers A et un B vers D, j'ai un
une fonction de TAB vers TCD. Et donc en fait, la première fonction va être appliquée de manière contravariante et la seconde va être appliquée de manière covariante. Ok ? Et alors, ce qui nous permet d'implémenter gratuitement map et contramap, puisque dans le cas où on a envie de mapper, ça veut dire qu'on a envie d'appliquer notre deuxième fonction, donc on va passer l'identité sur le premier slot, et dans le cas où on a envie de contramapper, on va juste appliquer notre fonction sur le premier, enfin, on va passer notre première fonction, et on va passer ID au second slot, ok ? Donc une fois de plus, des fonctions gratuites, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un candidat, est-ce qu'il y a un type particulier qui pourrait correspondre, qui est un profondeur extraordinaire. Et en fait, il y en a un qui est trop cool, c'est le type des fonctions, A flèche B. Et donc là, on pourrait se demander, les fonctions, on sait qu'on peut les composer, on en a beaucoup parlé au début de la présentation, et est-ce qu'on pourrait généraliser cette notion de composition? Okay. Alors, donc ça c'est la signature de notre opérateur de l'enfer qui nous permet de faire du code affreux. Donc la composition mathématique. Et en fait, oui, on pourrait se dire qu'à la place de BC et de AB, donc on a des fonctions, donc on le remplace par un TBC et un TAB, et puis donc on parle et on renvoie un TAC. Ok? On est d'accord? Magnifique. Donc on est revenu au point de départ, mais génériquement. C'est un très très beau petit circuit. Donc en gros, une fois de plus, en fonction de la variance, on peut raisonner arbitrairement sur T sans le connaître. En fait, on peut faire pareil pour T2AB. Donc par exemple, ici, j'ai des fonctions que j'ai appelées Maybail, parce que je l'ai mal écrite, et Failable, et donc qui sont des fonctions qui prennent un A et qui renvoient un Maybe B, ou qui prennent un A et qui renvoient un Failable B. Ok? En fait, plus génériquement, je pourrais décrire un type P, j'applique vraiment les conventions Haskell, des constructeurs de type très explicites, P, paramétré par A et par B, qui en fait est une fonction qui prend un A et qui renvoie un T de B dans lequel notre T est covariant. Alors ça, on appelle ça une flèche de Claeysli, ou alors une reader monade, en règle générale. Tiens. Et en fait, cette généralisation, elle nous dit, ok, c'est cool, maintenant on peut composer de manière complètement générique et arbitraire. Donc ici, j'ai par exemple un exemple, admettons que j'ai envie de créer un générateur de blocs statiques ou un petit build system. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord lire le contenu de mon fichier post.md, puis en fait, j'ai envie d'extraire les métadonnées dans lesquelles j'ai des informations comme l'auteur, la date, les tags, etc. Et le contenu, donc renvoyer un couple dans lequel je me trouve avec meta et content. J'ai envie de transformer mon contenu en HTML en utilisant cette fonction magique qui s'appelle Markdown to HTML, auquel je passe content. Puis à la fin, j'ai un final content dans lequel je vais juste injecter ce contenu dans un template qui correspond à un post. Okay, et puis tout à la fin, je dis maintenant, on va écrire ce fichier dans le fichier post.html avec comme contenu final content. Okay, je pense que c'est assez lisible. Magnifique. Mais comme on a généralisé notre comportement, on va pouvoir faire quelque chose de parfaitement illisible. Maintenant, on peut l'écrire comme ça. Donc là, on l'a écrit en point free. C'est globalement exactement le même code, sauf que là, on a utilisé la nature catégorique de notre fonction. Extraordinaire. Donc on n'arrête pas de faire des retours en arrière, c'est vraiment une ode un peu nulle. Mais en fait, on va s'intéresser à un cas de figure qui est très amusant, et en fait, qui vont être les choses qui ressemblent à des fonctions. Donc en fait, ici j'ai décrit un type qui est un record, qui est extrêmement simple. Je l'ai appelé task, il est paramétré par A et par B. Et donc en fait, on considère qu'on a un ensemble de dépendances, qui est un set de fichiers. Et puis après, on a une action, qui est une Claeysli arrow. Donc on dit on prend un A et on renvoie un IO de B. Et donc nos deux paramètres de type se reflètent dans la signature de task. Et je peux implémenter la composition pour ces fonctions-là. Et donc la composition, en fait, elle est assez triviale. Donc j'ai mes deux tâches. Et donc la composition, c'est juste le fait que mon ensemble de dépendances, c'est l'union des dépendances de D1, enfin des dépendances de la tâche 1 et des dépendances de la tâche 2. Okay, et mon action, c'est l'exécution séquentielle de A1 puis A2. Okay, c'est clair? Magnifique. Incroyable. Et alors, par exemple, je pourrais imaginer une fonction readFile, où en gros, quand je lis un fichier, je dis que dans mes dépendances, j'ai uniquement le fichier que je suis en train de lire, et que mon action, c'est juste... donc, c'est une fonction qui ne prend rien, puisque je passe mon nom de fichier au niveau de ma fonction, et ça me retourne une tâche qui va juste lire ce fichier. Okay,
Donc là, on aurait un task unit string. Et ben, en fait, ce qui est trop cool, c'est que mon code ne change pas par rapport à l'exemple précédent. Donc même si tout à l'heure, les lettres et tout, c'était très élégant, c'était très joli, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Donc là, j'avais littéralement quelque chose qui ne faisait absolument rien d'intelligent. J'ai décidé de rajouter un peu de contexte. Donc dans la gestion de ce contexte, j'ai le support des dépendances et la gestion des faits. Et bien en fait, le code que j'avais écrit génériquement, sans aucune intelligence, est strictement le même que quand je décide de mettre de l'intelligence. Donc une fois de plus de généralité. Alors c'est relativement décrit dans ce papier qui est très inintéressant, qui s'appelle Formal Foundation of Serverless Computing, et qui arrive vraiment à une conclusion extraordinaire, c'est en fait une fonction serverless, c'est une clé SLIARO. Et ça, c'est vraiment incroyable de devoir avoir besoin de 36 pages pour se rendre compte que quand on exécute quelque chose et qu'on produit un effet, c'est une clé SLIARO. Mais il s'amuse à élaborer énormément sur la nature fonctionnelle des serverless functions. Alors en général, donc pour la forme, donc notre TAB, dès qu'on a dit map, on appelle ça un profuncteur. Alors si jamais on la compose, on appelle ça un semi-groupoïde. Merci Haskell. Et alors si on lui ajoute un élément neutre, par exemple ID, donc une arrow qui va de A à F, enfin c'est juste une valeur de TAA, ben on appelle ça une catégorie. Et en fait, quand on a un TAB avec compose, dimap et une fonction additionnelle qui s'appelle FST, on appelle ça une arrow. Et en fait, le FST, si jamais on retire le compose, on a un profuncteur avec FST, on appelle ça un strong profuncteur. Et en fait, ça permet de manipuler arbitrairement des produits. Puis après, on pourrait se dire, ben, on manipule les produits, est-ce qu'on pourrait manipuler des sommes? Et donc oui, avec choice. Et donc c'est relativement, alors ça paraît quand même un peu overkill, puisqu'on a quand même écrit un exemple qui était plus lisible au début. Mais en fait, on peut complètement déjà s'abstraire de la grammaire. Et donc, on l'a vu avec JavaScript et Java. Quand il n'y avait pas de lambda en Java, ben, on faisait une interface de kind AB avec lequel on avait les fonctions apply. Donc ça, c'est vraiment un encodage pour pallier l'absence de lambda. JavaScript avec les promesses et la méthode Zen, c'est plein d'évolutions très amusantes. On arrive à la conclusion. Donc en vrai, ben, sans utiliser de point free, réutiliser task, c'est très compliqué. Parce que la grammaire ne nous permet pas vraiment de traiter ça. On a un langage qui manipule des variables, qui permet d'appliquer des fonctions, etc. Mais quand on a des choses qui ressemblent à des fonctions, donc qu'on peut appliquer et composer, en fait c'est très très compliqué parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de pattern matching, etc. C'est les mêmes raisons pour lesquelles on a introduit l'opérateur bind ou flatmap, qu'on a l'opérateur app, etc. Donc moi je trouve que le point free ça peut avoir des avantages. Donc on réussit à faire évoluer la grammaire, mais surtout ça nous permet de raisonner d'un point de vue complètement abstrait. Donc si on est capable de comprendre un programme qui se contente de lire un fichier, de lui injecter, de lire ses métadonnées, de l'injecter dans un template, mais on peut aussi le faire en se disant, ben, en gros, je vais minorer le graphe de dépendance et n'exécuter les tâches que quand je dois le faire. Donc si on est capable de manipuler un file system, on est capable d'écrire un build system. Et en fait, c'est juste en implémentant des choses qui ressemblent à des fonctions qu'on y arrive. Et moi, je trouve ça trop cool de capturer des intuitions en généralisant sur des comportements. Et merci. Est-ce que vous avez des questions? Chaleur. Oui? Alors du coup, est-ce que tu dirais, c'est vraiment pour le plaisir de couper les cheveux en quatre, Je t'aime bien, ouais. Est-ce que tu dirais qu'utiliser une des facilités de grammaire du langage qui remplace le point free, comme l'effort convention dans ce cas-là, par exemple, ou la dénotation à laquelle, c'est écrire du point free? Spécialement, A, machin, B, machin, c'est pareil que de mettre l'opérateur poisson à tel, en fait, je ne sais pas. J'ai l'impression que non, puisqu'on a des arguments qui sont visibles. Mais est-ce qu'il y a une vraie question? Ou des remarques, hein? Oui. Pourquoi FST? First, oui, c'est vrai que j'ai pas du tout... oui, first. Donc c'est appliquer une fonction uniquement sur le premier élément. Okay. Voilà. Oui, donc oui, j'ai pas été... C'est pas si t'as un T2AB et un T2AC, t'as un T2ABC? Oui, c'est ça, okay. Exactement. Dans lequel tu as un couple sur le... Tu crées un slot pour te permettre de manipuler le... C'est quoi alors? C'est une de ces fonctions qui permet de composer des chiffres quand tu as besoin de produits. Et donc du coup, tu dois ignorer un... Preuves seront affreux le point de free.
Une question? Ben, merci beaucoup.